Cet homme crie sa rage de ne pouvoir joindre sa famille dans ce territoire sous blocus et sous pilonnage de l'armée israélienne. Sur l'explosion dans un hôpital de Gaza, le fait que Joe Biden adhère à la version d'Israël, à savoir que c'est un tir raté de roquettes du Hamas qui est en cause et pas un bombardement israélien, ça ne surprend personne. L'allié fidèle américain soutient Israël surtout, lance cet homme. La colère, elle est bien sûr dirigée contre l'État hébreu, mais également colère contre l'autorité palestinienne au pouvoir en Cisjordanie. Le président Mahmoud Abbas, contesté depuis des années, n'est pas le représentant que nous méritons, lance Berissa Mansour, étudiante en droit. Dans la foule, il y a des drapeaux et des foulards verts du frère ennemi de l'autorité palestinienne, le Hamas, perçu par plusieurs manifestants comme proactif pour défendre la cause palestinienne. Berissa Mansour croit qu'un jour, les Palestiniens auront leur pays. Can this be achieved peacefully? Oh, no, we've been trying to do that. Mais pas nécessairement de façon pacifique. Ici Annick Bérou, Radio-Canada, en Cisjordanie. Aux États-Unis maintenant. Quelques centaines de manifestants se sont introduits dans un édifice adjacent au Capitole pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas. Environ 500 activistes juifs ont été arrêtés hier, selon l'organisme Voix juive pour la paix qui a organisé le sit-in. Le président Joe Biden, lui, doit prononcer ce soir un discours à la nation dans lequel il compte expliquer davantage la position américaine dans ce conflit. Et ici au pays, le conflit fait ressortir des divergences d'opinion au sein du caucus libéral de Justin Trudeau. Des députés insistent sur le fait qu'Israël a le droit de se défendre, mais d'autres réclament maintenant un cessez-le-feu. Voici le reportage de Juliane Lapointe. Des attaques qualifiées de boucherie par ce député de Montréal. This war, butchery, is what it is. Samir Zouberi se demande si Israël a commis des crimes de guerre. Bombs are falling on innocent children, adults. Il croit qu'il faut reconnaître que des bombes ont tué des enfants et des adultes innocents. We need to recognize that. Pour protéger les civils, certains libéraux comme Shafqa Ali réclament un cessez-le-feu. Ceasefire must be called. Mais d'autres appellent à la prudence. Le député David McGuinness. C'est une situation explosive. C'est une situation qui est très difficile à prédire. Et je pense qu'il faut être très discipliné. Nous sommes une partie avec des opinions diverses. La ministre Karina Gould maintient la position défendue par le premier ministre Trudeau jusqu'ici. Mais ce que je peux dire, c'est que le gouvernement du Canada croit fortement dans le droit de défense d'Israël. Avec un caucus diversifié à l'image du Canada, il sera difficile pour Justin Trudeau d'éviter les divergences d'opinion au sein même de son équipe libérale. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Scène fédérale toujours, un autre conflit ou une autre crise retient l'attention à Ottawa, celle en Haïti. Le Canada est d'ailleurs l'hôte d'un sommet des pays des Caraïbes dont l'objectif est de trouver des solutions aux violences qui secouent le pays. Valérie Michaël-Aben. Une quinzaine de pays des Caraïbes réunis à Ottawa pour discuter entre autres d'une voie de passage à la crise qui sévit en Haïti. Les gangs criminels contrôlent le pays et terrorisent la population qui manque de tout. Le premier ministre haïtien non élu, Ariel Henry, compte sur l'aide de son homologue canadien. Je pense que c'est un grand ami, je comprends beaucoup de choses et je pense que le dialogue va continuer. Justin Trudeau maintient que le Canada ne mènera pas une mission de paix en Haïti. On va continuer de collaborer avec vous pour mettre de l'avant des solutions dirigées par les Haïtiens, y compris dans le cadre d'une intervention internationale globale. En mars dernier, Ottawa s'est plutôt engagé à verser une aide de 100 millions de dollars à Haïti, tandis que le Kenya s'offre pour mener une mission d'assistance qui demeure contestée. Un retour vers la paix passe entre autres par des élections, selon l'ancien ambassadeur Gilles Rivard. Que si j'étais M. Trudeau, je lui mettrais un certain ultimatum devant lui. Mais Debout pour la dignité accuse la communauté internationale d'ingérence. Son président, Wilner Caillot. Donc comment se fait-il qu'on prend encore les mêmes décisions dans les mêmes contextes et espérer avoir des résultats différents? Sans compter que selon eux, Ariel Henry doit partir. Des membres de la diaspora le considèrent en partie responsable de la crise. Ici Valérie Michaël-Aben, Radio-Canada, Ottawa. The Prime Minister is dramatically overstating the issue.
On entendait la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui estime que Justin Trudeau exagère considérablement les conséquences qu'aurait le retrait de sa province du régime de pension du Canada sur la retraite de l'ensemble des Canadiens. Elle réagissait ainsi à une lettre publiée par le premier ministre dans laquelle il affirme que cette proposition affaiblirait les pensions de millions de citoyens au pays. Voici le ministre fédéral de l'Emploi, Randy Boissonneau. C'est un commentaire très clair que si quelconque province veut se retirer du régime de pension du Canadien, on va faire tout ce qu'on peut faire pour défendre les intérêts des Canadiens. Rappelons que Danielle Smith a proposé la création d'un régime de pension de l'Alberta le mois dernier. Si le retrait se concrétise, plusieurs milliards de dollars seront retirés du régime de pension du Canada. Les banques alimentaires du Québec ont déjà épuisé leurs ressources en raison d'une hausse du nombre de demandes. À l'approche des fêtes, elles réclament au gouvernement Legault une aide supplémentaire de 18 millions de dollars. Elles indiquent avoir déjà dépensé les 6 millions de dollars accordés en juillet. Voici le directeur général des banques alimentaires du Québec, Martin Munger. Les denrées ont été achetées, distribuées. Il va absolument falloir qu'on bénéficie d'aide à nouveau pour faire en sorte d'éviter des crises dans la population. Là. Une rencontre est d'ailleurs prévue la semaine prochaine avec la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau. Des données maintenant qui sont loin d'être étonnantes. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, depuis la pandémie, les Canadiens passent de plus en plus d'heures devant les écrans. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Ce sont les adolescents qui y consacrent le plus de temps, Jean-Philippe? Oui, et selon Statistique Canada, l'an passé, il y a 56% des adolescents, des jeunes, Mathieu, de 12 à 17 ans qui ont passé plus de 4 heures par jour devant des écrans, que ce soit sur leur téléphone, que ce soit sur leur tablette, lorsqu'ils n'avaient pas d'école. On parle des adolescents, mais le temps passé devant les écrans a bondi pour toutes les catégories d'âge. Pour les adultes, on recommande de passer tout au plus 3 heures par jour devant les écrans. Mais l'an passé, il y a 37% des adultes âgés de 18 à 64 ans qui ont passé plus de 4 heures par jour devant leur ordinateur ou encore sur leur tablette. Chez les personnes âgées, Mathieu, c'était plus de 40%. Et selon Statistique Canada, Jean-Philippe, les jeunes garçons, tout comme les aînés, ont quand même retrouvé le goût de bouger depuis la pandémie. Oui, mais pas les jeunes filles. Ce que nous apprend Statistique Canada, c'est que les adolescentes font beaucoup moins de sport, bougent beaucoup moins que les garçons de leur âge. Selon Statistique Canada, il y a 35% des jeunes filles qui font moins d'1 heure de sport par jour, alors que chez les garçons, il y en a 50% qui respectent cette recommandation. On écoute Didier Garriguet, le responsable du rapport sur la santé de Statistique Canada. Je pense que le plus important, c'est de voir le rebond chez les garçons de 12 à 17 ans, puis un rebond d'activité physique qui n'est pas encore apparu chez les filles. Donc, on se pose la question à savoir, est-ce que c'est une nouvelle norme chez les filles, autant activité physique que temps d'écran, ou si c'est encore juste temporaire, puis ça prend plus de temps avant de rebondir. Donc, il faut continuer à regarder le phénomène pour voir ensemble. Depuis la pandémie, il y a aussi les aînés, Mathieu, qui sont plus actifs. Le temps consacré à l'activité physique pour les personnes de 65 ans et plus a augmenté de 30 minutes par semaine. Bon, pas que des mauvaises nouvelles dans ces nouvelles statistiques. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Voilà pour cette édition du Radio Journal. Ici Mathieu Bellumeur. Au nom de toute l'équipe, merci d'être à l'écoute. Bonne journée. Bon, vous avez entendu ça, non? Ah, ça c'est bien, parce que au départ, bon, vous allez m'excuser parce qu'il n'y aura pas de vidéo, hein? On est à 6 heures du matin, mais il fait encore nuit, et voilà. Donc, c'est déjà bien, ça commence à bouger du côté politique. Trudeau a cru jouer au gang. Lui qui a pris le Canada en otage avec un support minoritaire, il dirige lui aussi avec les 49-3, on peut le dire comme ça, avec une coalition d'opposition, tout ça au détriment des peuples. Il continue de prendre les fonds des Canadiens, les envoyer en Ukraine, et aussi là certainement il ne peut pas envoyer des fonds pour supporter la guerre du criminel Netanyahou contre le peuple non armé palestinien. Oui. Bon, politiquement, ça commence à bouger. Depuis qu'ils savent que leur gars Netanyahou venait là de bombarder un hôpital. Et le bombardement a coûté la vie à plus de 500 personnes. Parmi lesquelles il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des malades, des
blessés, vous comprenez? Des gens qui sont venus se réfugier ou chercher à obtenir des soins médicaux, trouvent la mort dans un hôpital, bombardé par l'armée israélienne. Et le vieux, qui est quasiment en perte de vitesse du pays de Michael Jackson, dit que c'est l'autre camp, alors que c'est totalement impossible. Et même du côté d'Israël, j'ai suivi pas mal d'interventions des Israéliens aussi, qui commencent à parler d'une manière claire. Ils disent, bon, là, vous avez dépassé les limites et les bords. Vous comprenez? Et dans son propre parti politique, Trudeau qui a voulu maintenir les Canadiens dans un veto, comme déjà le gouvernement d'Ontario avec Doug Ford, lui-même aussi, et qui est mouillé dans les affaires de corruption en ce qui concerne la verdure autour de la ville de Toronto, qui lui d'ailleurs a intimidé une femme députée provinciale ici, parce que cette femme-là avait condamné les attaques de la Palestine, les bombes d'Israël sur les Palestiniens, qui voulait donc faire démissionner cette dame. Aujourd'hui, il commence à se rendre compte que les langues commencent à se délier. Trudeau, dans son propre parti politique, les députés commencent maintenant à parler d'une manière claire. Il faut que ça s'arrête. Et d'autres parlent maintenant à la responsabilité. Parce que les discours incendiés de Trudeau, dont le support indéfectible contre l'armée criminelle israélienne, ce sont des discours qui ne peuvent plus passer. Il ne peut pas parler au nom du Canada. Alors que le Canada est une nation multiculturelle. Il y a des Palestiniens ici, il y a des Israéliens ici, il y a d'autres peuples ici. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas aller soutenir le Canada, embarquer le Canada dans vos intérêts égoïstes politiques, dans vos loges. Et cette affaire de baisser le pantalon devant la criminalité israélienne ne doit plus se passer de cette façon. Vous comprenez? Donc, au sein de son propre parti politique, comme vous avez entendu dans le journal, les langues commencent à parler. Les gens commencent à dire non, on ne peut plus accepter ça. On commence à appeler à la responsabilité politique. Voilà pourquoi Trudeau est sorti hier, pour la première fois, hein, qu'il évoque maintenant le respect du droit international humanitaire, ce qu'il n'avait jamais fait. Mais il a eu l'expression là où? Mais il a eu l'expression là par rapport à notre discours. Ça signifie seulement que Trudeau fait semblant, mais il nous écoute très bien. Il suit bien nos lives. Il comprend le fond politique de la lutte des peuples Congo. Il comprend la vision politique de la Fédération Congo. Et il comprend la vision politique et notre positionnement par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport aux attaques d'Israël au peuple palestinien. Vous comprenez? Donc, ces gens-là doivent comprendre que les antisémites, c'est eux. Vous comprenez? Pas nous. Qui se prend l'Israël? L'Israël, ce ne sont pas les Juifs, on le dit ici. Ce sont des usurpateurs. Vous comprenez? Les vrais Juifs sont connus. Ce sont les peuples Congo. Ah oui, hier encore nous avons fait une démonstration. Et apparemment cette vidéo, on nous dit que les gens ont du mal à télécharger ça sur YouTube. Et voilà, avec les accords d'Abraham, le premier homme n'a jamais été Abraham. Abraham fut un immigré sur les terres des Canons. Mais Canaan, c'était où? Vous voyez, Canaan, c'est les Philistins. Mais les Philistins, c'est qui? Ce sont les Palestiniens. Mais la Philistine faisait partie d'où? Faisait partie d'Égypte. Donc, ce sont des Noirs. Donc, ipso facto, les Palestiniens ont des ancêtres Congo, des ancêtres noirs. Ça, on a démontré ça. Et on a même donné des versets que eux-mêmes ils utilisent dans leur Bible, qu'ils ont tenté d'emmener dans le contexte de principe de la charge karmique, mais nous avons ramené la vérité dans le concept ou dans le principe de l'aïkido de la providence. Ils ont appliqué le système de 2 rondes, 1 sort, mais nous avons fait le missile qui fait le retour sur sa base de lancement. Comprenez? Ah voilà. Donc on a tout expliqué. Comprenez? Donc les choses commencent à bouger. Commencent à bouger. Biden va supporter la guerre, va supporter les bombardements de l'hôpital. Alors que le droit international humanitaire, même la règle, même la guerre a ses règles. On ne peut jamais bombarder les hôpitaux, on ne peut jamais tuer les blessés, on ne peut jamais décapiter les peuples non armés
les populations civiles, on ne peut jamais prendre des villages en étau. Ça fait partie des règles de la guerre. Comprenez? Mais là, nous sommes en face, soi-disant des experts militaires, mais qui rentrent dans la criminalité. La légitime défense ne signifie pas la vengeance, ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Donc vous ne pouvez pas tenter de vouloir utiliser la protection d'Israël par rapport au droit international en appuyant les bombardements sur le peuple civil. Non. Et le droit international humanitaire, vous allez le mettre où? Vous comprenez? Donc nous sommes face aux gens qui sont incapables de trouver la solution. Nous sommes face des gens qui ne sont pas des politiciens. Nous sommes face des gens qui sont ancrés dans la franc-maçonnerie et qui sont là en train de boire le sang des humains. Ces gens qui n'utilisent que la spiritualité bidon du crime organisé, qui mangent la chair humaine et qui ne sont pas dans la véritable politique qui consiste à prendre en charge la population, à prendre en charge la population, à s'occuper des gens, à construire, à créer des emplois, à bâtir des hôpitaux, à faire du social, oui, à partager la richesse, comprenez, à créer l'équilibre politique, l'équilibre social, l'équilibre économique. C'est ça la politique, comprenez? Et donc, nous les Congos, on a cette mission par le biais du créateur vivant, le premier Nzambi, pour nous de rétablir la vraie politique. À travers la vérité, à travers la démonstration, à travers des actions. Comprenez? La légitime défense ne signifie pas les crimes. Dans l'affaire des Congos, les Congos vont assurer leur légitime défense. C'est quoi la légitime défense? La protection des terres des Congos, la population des humains Congos, le contrôle généralisé des ressources naturelles des Congos par les Congos. Et dans la légitime défense, les Congos vont traquer tous ceux qui ont volé l'argent des Congos, tous ceux qui ont tué des Congos. Ceux qui ont volé l'argent du Congo ou les richesses du Congo sont les Moshi, les Nordistes, les Lécodèmes des Pompidou et tous leurs alliés arabes, musulmans, hindous et nègres, ainsi de suite. Comprenez? Si c'était Canadien, nous allons poursuivre ces gens. Et si nous sommes incapables de trouver ces gens, ces criminels de bon chemin, nous mettons des équipes qui vont se mettre à les abattre. Voilà ce que nous appelons la légitime défense et la justice. Mais nous n'allons pas aller tuer des innocents. Est-ce que vous comprenez? Les innocents, Mochi, nous allons simplement les dégager sur nos terres. Qu'ils aillent chercher leur terre à eux. Vous comprenez? Donc c'est ça la réalité. Maintenant, si parmi les innocents, il y a ceux qui veulent se rebeller, alors là c'est autre chose, vous comprenez? La légitime défense, c'est aussi trier parmi nous. Ceux-là qui ont toujours été des grands complotistes, ceux-là qui vont notre peuple, vous comprenez? Tous ces gens-là, nous allons les envoyer à Louvakou pour se faire recycler, au centre de Louvakou, comprenez? Donc voilà, donc nous ne serons pas là vers la vengeance. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est le même cas que nous voulons expliquer à l'ensemble des peuples pourris, enfin, les dirigeants pourris, ceux-là qui se croient dirigeants, ceux-là qui ne sont pas politiciens, mais ils ne font pas de la politique. Et nous sommes en train de les emmener dans l'école de la politique. Qu'est-ce que c'est la politique? Vous comprenez, chers frères et sœurs? Comprenez? Donc c'est un peu ça. Il fallait qu'on vous joue cette partie. On commence à voir, les langues commencent à se délier ici au Canada, parce qu'ils ont voulu maintenir les gens dans un langage unulaire, on peut le dire même, comme ça, comprenez? Un langage unique, une seule direction, où tout le monde devait s'aligner derrière les crimes d'Israël. Non, pas du tout. Derrière les crimes des faux juifs, comprenez? Qui veulent accuser ceux qui disent la vérité d'antisémites, alors que c'est eux-mêmes les faux juifs qui sont les antisémites. Parce que les vrais juifs sont connus. C'est les Congos, le peuple authentique autochtone, le Nzambi Mpungu, le créateur vivant, le premier. Vous comprenez? Voilà. Bon, là encore, il y a une partie du journal qui n'ont pas fait passer, mais bien avant ça, ils ont parlé de cette organisation criminelle qui assure, qui protège les Lécodèmes de Pompidou sur les terres d'Afrique et même des Caraïbes. Donc, l'instrument de la manipulation que nous appelons la francophonie, hein? La fameuse rwandaise est accusée par les Canadiens avec le cabinet d'investigation sur les dépenses, enfin, cabinet d'investigation sur les finances publiques, KPMG, qui a fait
des investigations. Et ça, c'est un grand cabinet qui est connu de tous. Allez-y taper KPMG, vous allez vous rendre compte que c'est un grand cabinet d'investigation, des audits financiers, ainsi de suite, qui s'est simplement, qui a démontré qu'il y a vraiment de la magouille au niveau de la francophonie, dirigée par Moussiki Boabo, sous le contrôle de Macron Emmanuel. Mais en réalité, Moussiki Boabo ne vole pas seul. Moussiki Boabo vole avec les Français. Vous vous souvenez que le directeur adjoint de la francophonie, c'était un Canadien qui avait fini par démissionner parce que la Rwandaise Moussiki Boabo, qui a eu le droit de veto surtout par Macron Emmanuel, par le deal qu'il a eu avec Kagame, puisque Kagame devient donc le gendarme de la destruction des peuples Congo, 20 millions de la RDK massacrés, 4 millions de la Fédération Congo tués, au total 24 millions de nous, des peuples Congo massacrés, ce qui est largement plus grand que les soi-disant 6000 faux juifs tués par Hitler, comprenez? Donc c'est clair, Moussiki Boabo, la Rwandaise, a rwandétisé ce que nous appelons l'organisation de la francophonie avec une criminalité financière, le vol. Et donc là, les Canadiens, éventuellement le Québec, le Canada et le Québec, éventuellement, fait partie des grands donateurs. Donc aujourd'hui, cette année, on parle de 20 millions de dollars américains. 20 millions de dollars américains qui s'étaient évaporés dans les finances de la francophonie. Et Moussiki Boabo et tous les Rwandais autour, qui sont en train de mener la zizanie, sont incapables de justifier la disparition ou la volatilité de ces 20 millions de dollars américains dans les caisses de la francophonie. Comprenez? Et Macron et les Canadiens accusent même les Français qui ne disent rien par rapport à ça. Mais ce que les Canadiens doivent savoir, c'est qu'il y a une magouille directe. Moussiki Boabo n'est que la main qui signe les sorties d'argent. Mais les vrais encaisseurs, Moussiki Boabo a peut-être 20%, et les 80% des 20 millions de dollars américains sont entre les mains les codernes de Pompidou, donc de Macron Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Voilà un peu, chers frères et sœurs, au matin du 19 octobre 2023, ce qu'on tenait à vous dire. Dommage, vous ne pouvez pas nous voir en image, parce que nous sommes quasiment à 6h24 du matin, et il fait encore nuit. Et voilà, puisque nous nous apprêtons à rentrer dans l'heure de l'hiver, vous comprenez? Donc les solstices d'été sont de plus en plus courts, on peut le dire comme ça, et les solstices d'hiver sont de plus en plus longs. Donc voilà pourquoi vous allez constater 6h25 maintenant, 24 du matin, et il fait encore nuit. Désolé que l'image soit dans l'obscurité. Matondo na William Bote, Mukongo ke Kilemanzao, Mukongo ke le Kokoko, Kongritadi, Kokoko, Kongritadi, Kokoko, Kongritadi. Awa betkela kwenda kusosa mbongo. Utimba bebe bayimaga. Mbongo ye, mbongo ye, Mukumona mbongo mon pasi mama. Allez, bonne journée à vous, chers amis. Kitoko mingi, Nzambi kupieka, Bamkoko kupieka. Abu pia, ye. De harcèlement moral. Des témoignages d'anciens employés recueillis par l'émission Enquête rendent compte d'un climat malsain depuis l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe à la tête de l'OIF. C'est une institution que le Canada finance à coups de dizaines de millions à chaque année. Alors, qu'est-ce se passe-t-il à l'Organisation internationale de la francophonie? On va tenter d'avoir des réponses avec Julie Dufresne, qui est journaliste à Radio-Canada Enquête. Julie, bonjour. Bonjour Katia. Là, les langues se sont déliées après la diffusion du sondage.
Oui, en fait, dans les jours et les semaines qui ont suivi notre reportage qui révélait donc les chiffres de ce sondage interne, dans lequel 44% des répondants disaient qu'elles pensaient être victimes de harcèlement moral à l'OIF, l'OIF, elle, a tenté de minimiser sa portée en disant « Ah, vous savez, nous, on a des employés qui sont ici depuis 20-30 ans. On laissait entendre que tout ça, c'était peut-être des vieilles histoires. » Et je vous dirais que ça a beaucoup fait réagir, et pas juste ici, des deux côtés de l'Atlantique. Vous savez, nous, à Enquête, on est quand même assez habitués à recevoir des enveloppes brunes. On en reçoit régulièrement, mais cette fois-ci, c'était vraiment hors du commun. On s'est mis à recevoir des informations par lettre anonyme, des sources confidentielles qui voulaient nous parler de façon anonyme parce qu'elles craignaient des représailles, mais qui voulaient confirmer ce climat toxique et malsain à l'OIF, et de façon contemporaine. C'est des gens qui avaient parfois travaillé à l'OIF, mais sous l'ère de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale qui est là depuis 2019, donc la successeur de Michaël Jean, que nous, on connaît mieux. Et les mots étaient toujours durs. On parlait d'une organisation difficile, où la toxicité est réelle. Une organisation qui était dirigée de façon quasi clanique, et qui l'est toujours, avec une secrétaire générale et d'un noyau de collaborateurs qui exercent réellement le pouvoir. Son mode de management, disaient les gens, est qualifié de brutal. Et il y a 3 de ses anciens employés qui ont même accepté de témoigner devant nos caméras à visage caché. Alors, on a accepté de changer leur prénom et leur voix pour protéger leur identité. Mais je vous invite à entendre Barbara, Gabrielle et Alice. Je pense qu'il y a un vrai climat de crainte qui s'est installé avec le mandat de la secrétaire générale actuelle, oui. Oui, le climat qui s'est instauré à l'arrivée de l'équipe, c'était un climat délétère. C'était pas ça. Ah oui, c'est une dictature. Je veux dire, vous rentrez dans le rang ou alors vous êtes écrasé. Des mots forts, hein, quand même, qui sortent des employés à ce moment-ci. Et là, l'OIF a nié ces allégations-là. Oui, l'OIF qualifie ces témoignages de désinformation. Ils disent que c'est complètement infondé, sans preuve tangible, que ce sont des règlements de compte personnels. Mais vous savez, Katia, nous, pendant pratiquement 1 an, on a sollicité une entrevue avec Louise Mushikiwabo. On s'est même rendu à Paris pour essayer d'avoir des réponses. On l'a rencontrée, mais elle nous a tourné le dos carrément. Alors, on n'a pas réussi. C'est avec la numéro 2 de l'organisation, la Québécoise Caroline Saint-Hilaire, qu'on connaît aussi, que l'OIF, donc, a autorisé une entrevue, et elle s'est portée à la défense de la secrétaire générale. Je peux pas commenter sur ce genre d'allégations-là que moi je n'ai pas vécu, que je ne vois pas. Mais vous les avez à travers le sondage quand même. Je pense que il va falloir que des gens osent parler à visière levée plutôt que de faire des entrevues anonymes. Mais c'est des gens qui ont peur d'avoir des représailles. Honnêtement, la secrétaire générale n'est pas une dictatrice. Faux. N'importe quoi. Et Katia, on a appris hier que les États membres ont été avisés le mois dernier que l'OIF a adopté sa politique de harcèlement. Coïncidence ou pas, évidemment, l'OIF savait qu'on travaillait sur ce reportage. En même temps, je dois dire que ça faisait plusieurs mois qu'ils travaillaient là-dessus. Bon, alors, comme ça s'est passé un peu à la dernière minute, on n'a pas pu en prendre connaissance. Et je dois vous dire que c'est pas clair à l'heure actuelle si Ottawa et Québec, eux, ont pu en prendre connaissance. Alors, on n'en sait pas plus sur cette politique à l'heure actuelle. Et là, le sondage comportait aussi d'autres données préoccupantes dont vous avez eu copie. On parle ici de potentielle fraude là, à l'interne. Oui, et c'est un autre thème qui était abordé par le sondage qui, il faut quand même le mentionner, a été réalisé à l'interne à la demande de la secrétaire générale, mais dont les résultats n'avaient pas été communiqués. Et ce que ça nous dit à propos de la fraude, c'est qu'il y a 15% des répondants qui ont indiqué qu'ils pensent avoir déjà été confrontés à un acte de fraude dans le cadre de leur fonction, donc pendant qu'ils travaillaient à l'OIF, et 85% ne savent même pas s'il existe des procédures internes de signalement de fraude en cas de suspicion, ou pensent qu'il n'en existe pas du tout. Et à ça, Caroline Saint-Hilaire répond oui, il y a bel et bien une procédure interne, mais elle concède que c'est quand même un problème là, que les employés ne sachent pas qu'il existe. On l'écoute à nouveau. On a un devoir, comme gestionnaire d'une organisation, de s'assurer que les employés savent, comprennent et valident nos politiques. De toute évidence, ça n'a pas été fait dans le passé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que moi, ça fait partie de mes objectifs. Et l'OIF plaide que depuis l'arrivée en poste de Louise Mushikiwabo, les comptes ont été certifiés chaque année sans réserve par des auditeurs externes. Rappelle aussi qu'elle a été réélue à Djerba au sommet de la francophonie après qu'elle ait fait rapport de son bilan.
Mais là, Julie, la question des dépenses en programmation demeure quand même un véritable problème là, à ce jour. Oui, et ça, c'est un résumé d'un rapport d'audit de février dernier qu'on a obtenu et qui le dit. Alors, à propos de la planification stratégique de l'OIF, il est écrit, il y a 18 programmes, 40 projets, 500 activités, la plupart éparpillées et parfois redondantes, et le contrôle est insuffisant à un niveau significatif. Donc oui, la gestion des dépenses, ça demeure un enjeu à l'OIF. Et je dis ça demeure parce que souvenez-vous, hein, c'est pas la première fois qu'on parle des dépenses à l'OIF. Rappelez-vous, Michaël Jean qui avait défrayé les manchettes pour ses dépenses questionnables, entre autres pour la rénovation de sa résidence à Paris avec 500 000 $ en argent public. D'ailleurs, vous allez le voir dans notre enquête ce soir, l'OIF a aussi délié les cordons de la bourse pour Louise Mouchikiwabo, entre autres pour l'ameublement et des conseils d'éco pour son premier appartement sur la chic avenue Montaigne à Paris. Nous, on a pu documenter près de 49 000 $ de dépenses, dont 21 000 $ simplement pour des rideaux. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça et pour laquelle je dis ça demeure un problème, c'est qu'au départ, nous, Katia, quand on a commencé cette enquête, c'est qu'on a obtenu copie d'un rapport d'audit de la firme KPMG qui avait été donc réalisé sur le compte de l'OIF, mais qui a toujours été gardé secret par l'OIF parce qu'il est dévastateur. Je vous résume brièvement, là, ça parlait de limites dans les mécanismes en place pour détecter la fraude, encore une fois. Ça révélait d'importantes déficiences dans les contrôles financiers et notamment sur la question des dépenses pour les déplacements du personnel. Il y a plus du tiers de l'argent qui devrait aller au programme sur le terrain, donc pour aider la francophonie, qui sert en fait à payer des voyages aux employés et souvent pour des vols en classe affaires, dans des hôtels que certains qualifient luxueux, dont les standards, en tout cas, dépassent ceux des autres organisations internationales. En 2018, là, ça représentait 18 millions de $. Alors, bien sûr, l'OIF dit que depuis le rapport de KPMG, c'est un rapport qui porte en fait sur les années antérieures de Louise Mouchikiwabo et qu'on essaie de mettre de l'ordre dans les finances depuis. Mais les sources qu'on a rencontrées, nous, dans le cadre de ce reportage, nous disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a une organisation où il y a un climat malsain, où il y a des déficiences dans les contrôles financiers, des dépenses questionnables. Qu'est-ce qu'on fait de cette organisation tout court? Les sources nous disent qu'il faut maintenant se retourner vers les États membres. Et ça, ben c'est nous, c'est le Québec, le Canada, le Nouveau-Brunswick, parce que c'est nous, les contribuables, qui finançons en totalité l'OIF, donc nos gouvernements. Et le Canada a voix au chapitre. On est le deuxième plus grand contributeur pour l'OIF après la France. L'émission Enquête de Radio-Canada, c'est ce soir dès 21h. Julie Dufresne, merci beaucoup.